Félicien Rops vient d'une famille namuroise assez bourgeoise, plutôt de commerçants par son père qui vendait des tissus à prix bien. Voilà. Et sa maman était plutôt d'une bonne famille aussi catholique. Mais c'est vrai que quand son papa est décédé, il a laissé à Félicien Rops plus ou moins 7 terrains dans les environs de Namur, plusieurs propriétés. Et donc, Félicien Rops, en effet, n'était pas sans rien, mais cet argent, il l'a investi dans son journal qu'il a créé à Bruxelles, l'Eulenspiegel, qui était ce journal où il se moquait en fait des personnalités politiques, artistiques de son temps. Voilà. Et en plus de ça, il a épousé la fille d'un juge namurois, donc on est vraiment dans la bourgeoisie namuroise. Hein. Alors justement, oui, Félicien Rops épouse Charlotte Paulet de Favaux, dont la famille a ce très beau château près de Namur, à Métais, le château de Tauzé. Et donc il passe beaucoup de temps là-bas, il participe aussi aux chasses, il fait du canotage. Il fait du canotage aussi sur la Meuse, mais en même temps, voilà, c'est un artiste qui aime la bohème, qui va faire partie du milieu estudiantin bruxellois très potache, donc il va s'inscrire à l'Université libre de Bruxelles. En fait, c'est un fils de bourgeois qui a mal tourné quelque part, hein, parce que d'abord il est parti à Paris, alors là il a commencé à fréquenter les cocottes, les buveuses d'absinthe et que sais-je, et il n'était pas très fidèle. Disons qu'à partir du moment où il s'est séparé de sa femme pour des raisons justement de tromperie conjugale, et il était très très volage. Dans les années 70 déjà, il y a beaucoup d'eau dans le gaz dans le couple. Il quitte définitivement sa femme, il ne divorce pas. Non. Parce qu'à l'époque on ne divorce pas, mais il y a séparation de biens. Voilà. Et donc il perd une grosse partie de son patrimoine. Donc à ce moment-là, là il est, c'est vrai, assez esseulé à Paris. Il envoie des lettres en disant voilà, qu'il est très malheureux, ça coûte très cher la vie à Paris parce qu'il doit paraître plus que ce qu'il n'est, que ce qu'il n'a en fait. Donc il fréquente beaucoup les théâtres, les cafés, etc. Il doit se faire un nom, il doit se faire un réseau, et c'est à travers justement cette représentation qu'il arrive à côtoyer des éditeurs et des écrivains qui vont lui commander des ouvrages. Donc c'est un plan de carrière quelque part. Enfin, il avait comme une vie dissolue, mais comme il rencontrait beaucoup de gens, des gens connus d'ailleurs, Baudelaire, Mallarmé, Daudet, etc., ces gens lui ont demandé petit à petit de faire en fait le graphisme de leurs livres, c'est ça. Voilà, tout à fait. Donc il s'est vraiment mis une série d'intellectuels et d'artistes dans la poche, parce que c'était vraiment aussi un beau parleur. Ça, les frères Goncourt le disent dans leur journal. Ils expliquent bien que voilà, Félicien Rops était quelqu'un de passionnant à écouter, qui citait des passages entiers de livres. Félicien Rops lisait beaucoup aussi. Il avait une mémoire extraordinaire, paraît-il. Il avait une mémoire extraordinaire. Il avait un accent qui était assez assez atypique à Paris, puisque c'était l'accent belge, donc on disait qu'il faisait des rats. Il s'est créé un réseau, et c'est vrai que les commandes ont commencé à affluer. Un dessin extraordinaire, un coup de crayon. Un coup de crayon magnifique où il croque vraiment les têtes du clergé, et puis on dit aussi que c'est un précurseur du symbolisme, avec toute cette production un peu allégorique, qui est entre l'allégorie et le symbolisme, des Dames au Pantin, la Pornocratès évidemment, qui est une œuvre vraiment emblématique en art belge. C'est celle qu'on appelle la Dame au cochon, quoi. Voilà, c'est ça, la Dame au cochon, la Pornocratès, qui représente cette femme qui tient un cochon en laisse et qui marche en fait sur une frise où sont représentés les arts classiques, la peinture, la sculpture, la poésie, et qui sont représentés par des petits angelots qui sommeillent, qui sont morts, qui sont figés dans la pierre, et lui est vraiment l'artiste de la modernité. Mais c'est quand même une sorte de précurseur d'une forme d'anarchie, disons, en rébellion contre la bourgeoisie dans laquelle il est né, il a vécu et il a continué à vivre jusqu'à sa mort. Oui, mais c'est un personnage ambigu aussi à ce niveau-là, parce que, donc, oui, d'une certaine manière, il se moque de la bourgeoisie. On représente aussi dans le musée cette très belle série des 100 légers croquis sans prétention pour réjouir les honnêtes gens, qui étaient en fait 114 dessins que Rops avait réalisés pour un bourgeois, et qui représentent un peu justement cette classe sociale qui est arrivée et qui est assez jeune. En fait, ce n'est pas la noblesse, c'est vraiment un autre type de classe sociale, d'industriels aussi, qui commence à émerger, et qui, disait-on, le matin était à la messe et le soir au bordel. Donc c'est un peu cette catégorie sociale dont Rops s'amuse, mais lui-même en fait
Ben oui, pleinement partie tout à fait. et y tient. Si on parle maintenant de ce musée, il est né dans les années 60, je crois. Hein. Voilà, donc le musée n'était pas installé ici, c'est installé ici rue Fumal, dans le piétonnier de Namur, dans les années 80, fin des années 80. Mais avant ça, il y a eu certains amateurs de Rops, des historiens d'art, des critiques, qui ont vraiment milité pour que l'œuvre de Rops soit visible à Namur. Et ils ont reçu des documents du comte de Vizard de Beaucarmé. Alors ils ont reçu, le musée s'est créé d'ailleurs via cette collection du comte Vizard de Beaucarmé, qui avait beaucoup de sculptures, mais qui avait aussi quelques dessins et des peintures. Et il y a eu tout un comité de sélection des œuvres à l'époque, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer. Et donc, ce fut un grand débat entre eux, de décider quelles étaient les œuvres qui pouvaient être montrées. Et donc ils avaient fait une petite sélection, il y avait quelques pièces de Rops qui étaient visibles, et il fallait présenter sa carte d'identité avant d'entrer dans le musée. Ah bon? Parce qu'il y avait quand même quelques œuvres un peu érotiques. Voilà. Et puis ils sont passés ici. Ensuite, et cette maison, la province a acheté cette maison qui était à la belle famille de Félicien Rops. Exactement, oui. Qui était une maison avec un atelier de torréfaction, parce que cette maison appartenait à des cafés namurois. C'est ça, 18e. Hein. Oui, là je vous parle de la période des années 80. Oui. Et donc, la province a racheté, on a ouvert d'abord juste au numéro 12 de la rue Fumal. Ils ont racheté après le numéro 14. Et là, il y a eu plusieurs phases d'extension, de renouvellement de la scénographie, mais également l'éclairage, la sécurité. Donc on a vraiment été... C'est un problème, l'éclairage. Parce que je me suis promené dans le musée, et effectivement, partout, les tableaux sont... plongé dans une semi-pénombre, c'est beaucoup dire, et je crois, quelle est la raison technique? Alors, donc on a opté à l'époque, donc c'était en 2003, pour de la fibre optique, qui est un éclairage qui respecte tout à fait les normes de conservation, c'est-à-dire qu'on est à moins de 50 lux par œuvre, qui sont les normes en fait pour pouvoir conserver et exposer des œuvres sur papier. C'est difficile de présenter un musée comme ça. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que le public ne comprend pas toujours ces raisons, la raison pour laquelle les œuvres ne sont pas éclairées de manière directe aussi, mais en fait ça nous permet d'exposer nos dessins à plus long terme, alors que dans beaucoup d'autres musées il faut faire un roulement presque tous les 3 mois, et qu'une fois les œuvres sur papier ont été exposées, elles doivent se reposer pendant une année au moins, souvent dans les réserves des musées, dans l'obscurité totale. Combien de personnes ici? Nous sommes une quinzaine de personnes. Quand même. Tout personnel confondu, personnel d'entretien, accueil, etc. Maintenant, le hasard fait bien les choses d'ailleurs, fait que vous êtes situé à 2 maisons de la Maison de la Poésie. Oui, nous sommes vraiment voisins de la Maison de la Poésie. Et une très belle rue d'ailleurs, un endroit que je trouve superbe dans le vieux Namur. Et vous allez, fin février, organiser quelque chose. Voilà, donc on a établi une collaboration avec les Midis de la Poésie à Bruxelles et aussi la Maison de la Poésie de Namur, où il va y avoir en fait un récital de lettres de Rops, qui sera prévu aussi bien pour des étudiants, donc on pensait au secondaire évidemment, ou à l'enseignement supérieur, et également en soirée pour les individuels. Et il a fini dans un jardin à s'occuper comme herboriste des plantes. Il a en effet un intérêt particulier pour la botanique. Oui. Donc le jardin ici du musée a été planté avec les fleurs et les végétaux qu'il cite le plus souvent dans ses lettres. Et il y avait aussi des herbiers. Qui ne sont pas des herbiers professionnels, mais vraiment de l'herboristerie amateur. Curieux de passer comme ça tout d'un coup, de finir sa vie avec des plantes. Mais il a continué à travailler beaucoup, même jusqu'à la fin de sa vie, mais il avait cette passion pour la botanique, il aimait beaucoup les roses, et c'était aussi un lien qu'il avait avec son fils, qui était resté en Belgique, à Tauzé, et donc il y a beaucoup de courriers qui s'échangent en expliquant, voilà, n'oublie pas, je vais t'envoyer tel type de rose, n'oublie pas de les planter à telle période, il faut que la lune soit à telle... Donc il avait vraiment ce lien avec son fils à travers la nature, et c'est quelqu'un qui avait besoin aussi de se retrouver dans la nature pour se ressourcer. Il était très mondain, il aimait les boulevards de Paris, il disait que ça l'électrisait, vraiment ça galvanisait son énergie,
d'énergie, mais en même temps, par moments, je crois qu'il avait vraiment besoin de faire le vide, de se ressourcer, de partir en voyage, de peindre dans la nature. Donc on a beaucoup aussi de peintures qui représentent des paysages.